Je remercie d'abord le Grand Orient de France pour cette invitation. J'ai essayé de faire pression pour obtenir non pas 20 minutes, mais 2 heures de temps de parole, mais ça m'a été refusé, très poliment. Et donc, mon projet de commencer par comparer les différentes positions historiques depuis la Révolution française jusqu'à la fin du XIXe siècle sur la relation entre éducation et république, éducation et démocratie. Je vais l'enterrer tout de suite. Je n'aborderai pas ce débat, donc je ne vous expliquerai pas en quoi Condorcet estimait que l'instruction suffisait pour que les droits égaux se transforment en réelle égalité à partir du moment où la loi garantit l'égalité des droits, disait Condorcet, eh bien l'éducation fera en sorte que tous puissent exercer ces droits de façon égale. Alors que Lepelletier disait, lui, mais il faut d'abord conquérir la démocratie, il faut d'abord se battre contre les idées anciennes, et pour ça il nous faut de nouveaux citoyens. Et donc l'un était plutôt partisan de prolonger la révolution par l'instruction et l'autre plutôt par l'éducation d'un citoyen nouveau, d'un citoyen révolutionnaire nouveau. J'avais dit que j'en parlerais pas, j'en parle quand même. Opposition entre Ferry et Thiers. Quelqu'un qui a un accent tout à l'heure qui n'était pas celui de Bruxelles, je pense, a déjà fait référence à Thiers, pour qui effectivement, lire, écrire, compter suffit, mais qui disait aussi il faut bien se garder surtout d'aborder à l'école les doctrines sociales qui doivent être imposées aux masses. Thiers était absolument opposé à toute forme d'enseignement de l'histoire ou de la géographie, parce que cela dépassait de loin les ambitions d'une école publique, de l'éducation du peuple. Pour lui, l'éducation du peuple devait se limiter à ses savoirs de base nécessaires à la vie en société, et puis surtout, ça devait être une éducation à la discipline, à la soumission aux valeurs de l'État dans lequel ils allaient vivre, alors que Ferry, fort de l'expérience de la Commune de Paris, va dire mais non, si nous voulons que les citoyens respectent le pays dans lequel ils vivent, qu'ils en soient des défenseurs, il faut qu'ils connaissent l'histoire de ce pays, il faut qu'ils connaissent la grandeur historique, géographique de ce pays. Et donc Ferry va introduire ces cours d'histoire, de géographie comme cours obligatoires. Opposition gauche-droite pas en politique, gauche-droite sur l'image, mais aussi opposition entre le haut et le bas, parce qu'en haut nous avons une vision, aussi bien chez Lepelletier que chez Condorcet, une vision proprement révolutionnaire de l'éducation comme instrument pour poursuivre le changement de société, alors qu'en bas, nous avons aussi bien chez Thiers que chez Ferry l'éducation comme instrument pour préserver une société existante, maintenir le système en l'état. Ces débats du XIXe siècle, pourquoi j'ai dit que je n'en parlerai pas et que j'en ai parlé tout de même? Parce que finalement, au XXe siècle, ils vont être relégués au deuxième rang. Ils vont être relégués au deuxième rang parce que le XXe siècle, avec le développement formidable des technologies et surtout la massification de l'usage de ces technologies et de leur production, va entraîner un besoin croissant en main-d'œuvre qualifiée. Et de plus en plus, tout au long du XXe siècle, la mission première de l'école va devenir une mission de préparer les jeunes à l'entrée sur le marché du travail. Et lorsque le capitalisme mondial entrera dans l'ère de la mondialisation, de la globalisation, eh bien les nouveaux maîtres de l'école ne s'appelleront plus Ferry, même si à cette époque-là vous aviez encore un ministre de l'Éducation qui portait ce nom, mais les nouveaux maîtres de l'école désormais s'appellent OCDE, Fonds monétaire international, Banque mondiale, Commission européenne, Table ronde européenne des industriels. Ce sont eux, aujourd'hui, qui dictent les grandes lignes des systèmes éducatifs. Arrêtons-nous un instant au sommet européen de Lisbonne. Jacques, tu y as fait allusion, je pense, dans ton introduction, le sommet européen de Lisbonne, qui décrète que, je cite, « L'objectif central de la réforme des systèmes éducatifs est d'aider l'Europe à devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. » Voilà une vision claire
de l'éducation. Voilà une vision qui n'a rien à voir ni avec la sauvegarde de la République, ni avec la préparation d'une révolution, ni avec l'émancipation individuelle. La première mission aux yeux des instances européennes, première mission de l'éducation, c'est soutenir la compétition économique. Quelques années plus tard, nous sommes en 2014, Jean-Claude Juncker, mon demi-compatriote, donc, écrit à Tibor Navracsics, imprononçable, qu'il vient de nommer commissaire européen à l'éducation, et il lui dit « Cher Tibor, je voudrais que tu te concentres », le tutoiement était de rigueur entre commissaires, que tu te concentres sur la contribution à la politique d'emploi, de croissance et d'investissement pour les aspects liés à la modernisation des systèmes éducatifs, que tu te concentres également sur la promotion de la culture et de l'éducation comme catalyseur de l'innovation en maximisant la contribution de ces secteurs à l'emploi et à la croissance. Que voilà une belle vision de la culture et de l'éducation. Ça nous promet un bel enseignement et de beaux films. Un instant. On pourrait se dire que tout compte fait, peu importe qu'un chat soit blanc, noir ou gris, du moment qu'il attrape des souris, est-ce vraiment grave que l'économie s'occupe tellement de l'éducation? Finalement, ne serait-ce pas une aubaine de voir les forces économiques tellement puissantes se saisir de l'éducation et peut-être promouvoir l'accès de tous à une formation, à des qualifications, à une instruction de très haut niveau, parce que le marché du travail aura, croit-on, besoin de plus en plus de travailleurs qualifiés. Entre 2000 et 2010, c'est l'évolution réelle. Entre 2010 et 2020, c'est l'évolution prévue par le CEDEFOP, un centre d'études européen. C'est écrit en anglais au-dessus, la force de travail par niveau de qualification. On passe de 30% en bas de travailleurs non qualifiés à 16% de travailleurs non qualifiés. Et en haut, on passe de 22% de travailleurs hautement qualifiés à 37% de travailleurs hautement qualifiés. Donc à première vue, la thèse, la demande économique va promouvoir l'accès de tous à une éducation, une formation de plus haut niveau, semble correct. Le problème, c'est que dans le même rapport, quelques pages plus loin, on a ce graphique-ci. Tendance de l'emploi par type d'occupation. Il y a 4 courbes qui partent d'un indice 100 en 2000. Tendance de l'emploi par type d'occupation. Vous avez les emplois hautement qualifiés qui grimpent de 20-25% à peu près. Vous avez les emplois qualifiés manuels qui chutent énormément de 12%. Vous avez les emplois qualifiés non manuels qui stagnent puis grimpent légèrement de 6%. Et enfin, vous avez les emplois élémentaires, c'est-à-dire qui ne nécessitent aucune qualification, qui grimpent énormément. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce graphique-ci et celui-là? La contradiction n'est qu'apparente. C'est parce que ce graphique-ci nous parle de l'évolution des niveaux de qualification des travailleurs européens, et celui-là nous parle de l'évolution des emplois disponibles en Europe. La conclusion des deux graphiques mis côte à côte, c'est qu'il y a de plus en plus de travailleurs qualifiés qui occupent des emplois non qualifiés. Ça concerne aussi la France. Voici l'évolution de l'emploi non qualifié en France tout au long des années 1984 à 2004. Vous voyez d'abord une diminution jusqu'en 1994. Cette diminution ne commence pas en 1984, elle commence au début du XXe siècle. Le XIXe siècle avait été une époque de croissance de l'emploi non qualifié avec le début de l'ère du machinisme, mais au XXe siècle, on a eu une décroissance, une diminution de l'emploi non qualifié. Et puis, 1994, c'est-à-dire l'année où l'OCDE lance un concept nouveau, celui de société de la connaissance, on constate une montée en flèche de l'emploi non qualifié. Cette même OCDE se penche alors, à partir des années 2000, sur les politiques éducatives. Et constatant cette polarisation croissante du marché du travail, parce que c'est cela qu'on a vu, polarisation, une forte croissance des emplois à haut niveau de qualification et une forte croissance des emplois à très faible niveau de qualification et un creusement entre les deux, constatant cela, l'OCDE
se dit, mais est-ce qu'il est encore justifié, en bonne logique de rationalité économique, de poursuivre ce mouvement de massification, de démocratisation de l'enseignement qu'on a connu durant le XIXe siècle et surtout durant le XXe siècle? Et la réponse est là, dans un rapport de l'OCDE. Tous n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. En logique formelle, on peut traduire la dernière phrase par « les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que quelques-uns au moins n'aillent pas trop loin ». Il faut des programmes scolaires qui, au lieu d'amener tous les élèves au niveau le plus élevé possible, fassent en sorte que quelques-uns aillent loin et que d'autres n'aillent pas trop loin, parce que sinon, les qualifications ne seraient plus assorties à l'évolution du marché du travail. Des armées de pédagogues se penchent, suite aux enquêtes PISA, et ils ont bien raison, se penchent sur les mécanismes responsables de l'inégalité sociale dans l'enseignement et de la croissance de cette inégalité sociale. Parce que depuis qu'existent les enquêtes PISA, on observe que le fossé entre les acquis des élèves des classes privilégiées et des classes défavorisées, ce fossé grandit dans la plupart des pays, en France particulièrement, mais dans la plupart des pays. Et tous se demandent, mais qu'est-ce qui fait que notre système éducatif, ou plutôt que nos différents systèmes éducatifs, sont si mal adaptés à ces enfants? Et en fait, ce que montre la citation de l'OCDE, c'est que la croissance des inégalités sociales à l'école n'est pas le signe d'un dysfonctionnement de l'école, mais au contraire le signe de sa parfaite adéquation avec l'évolution du marché du travail. Voyons de plus près cette évolution du marché du travail en termes de type d'emploi qui se développe aujourd'hui. Vous avez ici les emplois qui ont connu la plus forte croissance en volume entre 2000 et 2010 aux États-Unis. Moi, je suis daltonien, alors les couleurs, j'ai un peu du mal, mais enfin, c'est une espèce de rouge, brun, je ne sais pas trop. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 emplois à très haut niveau de qualification. Informaticien, manager, cadre, enseignant du supérieur, ingénieur système et informaticien analyste. Puis vous avez 3 ou 4 emplois à niveau de qualification intermédiaire, infirmier, service informatique et instituteur. Et tous les autres, ou presque tous les autres, il y a 2 exceptions qui sont affublées d'un astérisque, mais presque tous les autres, en bleu, sont des emplois qui, dans ce document américain, sont qualifiés de, je vous le dis en anglais, Short Term On-the-Job Training, formation de courte durée sur le tas. Et par formation de courte durée sur le tas, il faut entendre, nous dit le Monthly Labor Review, la revue du département fédéral américain de l'emploi qui publie ces chiffres, il faut entendre une formation de, tenez-vous bien, maximum 48 heures. 48 heures de formation pour être utilisable dans l'un de ces emplois en bleu. Numéro 1, sans surprise, restauration et fast-food. 673 000 nouveaux emplois créés en 10 ans. Vendeur au détail, caissier, clerc de bureau, agent de sécurité. Remarquez que la plupart de ces emplois sont des emplois non qualifiés du secteur des services. Le premier emploi non qualifié auquel on pense traditionnellement, quand on a mon âge ou l'âge de certains d'entre nous ici et qu'on pense emploi non qualifié, il vient beaucoup plus loin, c'est celui de manœuvre. 289 000 emplois dans la deuxième colonne. Mais tous les autres, ou presque tous les autres, sont des emplois non qualifiés du secteur des services. Et quand vous regardez bien, ce sont des emplois non qualifiés qui tout de même font appel à un certain nombre de choses qu'on ne peut plus appeler des qualifications et qu'on appelle désormais des compétences. Prenez par exemple le clerc de bureau, l'employé général de bureau. Il a sur son bureau un ordinateur, il a sur son bureau un téléphone. Il faut qu'il puisse décrocher ce téléphone en disant « Bonjour monsieur, je vais vous passer madame Intel, bonjour madame, ou good morning mister, I will transfer you ». Donc il faut qu'on puisse baragouiner quelques phrases dans la langue maternelle ou dans une langue étrangère. Il faut qu'on puisse se servir de cet appareil, pas pour le programmer,
mais pour introduire quelques données dans un tableau Excel que quelqu'un d'autre vous aura préparé, pour faire le tri des mails qui entrent et les envoyer à qui de droit, etc. L'agent de sécurité, je suppose qu'il doit avoir la compétence de se servir d'un revolver, mais comme ce sont des chiffres américains, on peut les mettre dans les emplois non qualifiés. Deuxième colonne, vous avez les food counters, que je n'ai pas traduit parce que c'est intraduisible. Ce sont littéralement les compteurs de nourriture. Les compteurs de nourriture, ce sont les personnes qui vendent de la nourriture au comptoir, mais ce sont aussi les remplisseurs de distributeurs automatiques de canettes de coca, de pizza, de sandwich avec une date de péremption à 5 ans, etc. Personnellement, l'emploi auquel je suis le plus souvent confronté, c'est celui de vendeur de sandwich dans les TGV, parce que je voyage beaucoup en France. Et c'est toujours à eux que je pense lorsque je relis cette liste des compétences de base qui doivent être enseignées à tous selon l'OCDE aujourd'hui. Communication dans la langue maternelle, le bar est ouvert voiture 7. Communication dans une langue étrangère, der Bar ist geöffnet Fahrzeug 7, der Bar ist open Rijtuig 7, der Bar ist open Coach 7. Culture mathématique, compétences de base en sciences et technologies. Regardez derrière le bar la quantité de lecteurs de cartes bancaires, de systèmes de chauffe, il y en a une demi-douzaine différents. Et 2 lignes plus loin, apprendre à apprendre. Quand on lui met un nouveau système de carte bancaire, un nouveau système de chauffe, il ne faut pas qu'il dise « Oh là là, il me faut 2 mois de formation avant de pouvoir m'en servir ». Non, il faut qu'en quelques clics, en lisant le mode d'emploi, il arrive par lui-même à s'en servir. Culture numérique, on en a déjà parlé, c'est ça la culture numérique. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça de la culture, mais c'est numérique. Compétences interpersonnelles, interculturelles, compétences sociales et civiques. Regardez où se trouve le bar. Il se trouve coincé entre les premières et les deuxièmes classes. Il faut donc pouvoir faire la conversation à tout le monde. Esprit d'entreprise. C'est ça qui explique pourquoi toutes les 10 minutes, on nous rappelle que le bar est ouvert en voiture 7. Si on n'avait pas de l'esprit d'entreprise, on en aurait vite assez de cela. Les connaissances évoluent à un rythme tel, c'est le service européen Eurydice qui parle, les connaissances évoluent à un rythme tel que les élèves sont contraints de se borner à doter les élèves des bases qui leur permettront de développer par eux-mêmes leurs connaissances dans les domaines qui les intéressent. Il est en effet impossible de tout leur enseigner dans un monde où la somme de connaissances et d'informations augmente de manière exponentielle. L'argument selon lequel l'accumulation de connaissances signifierait qu'il faut en enseigner de moins en moins m'a toujours laissé un peu perplexe. Personnellement, j'aurais tendance à croire que plus il y a de connaissances, plus il est important d'en partager beaucoup, mais cet argument-là revient régulièrement. Moi, j'ai la faiblesse de croire que la véritable motivation de ce abandon ou ce recul sur le plan du volume de connaissances est davantage justifié par le fait qu'il y a d'autres priorités, notamment celles qu'on vient d'évoquer, par le fait que le marché du travail se polarise et que ça ne sert donc à rien d'amener trop loin ceux qui occuperont des emplois à faible niveau de qualification. Et puis il y a une troisième raison. Et la troisième raison, la voici. Ceci est un extrait d'un rapport du Vlaamse, le VLOR, c'est le Vlaamse Onderwijsraad, le Conseil supérieur de l'éducation en Belgique. Les Flamands, ils ont un avantage sur nous, les francophones, c'est que leurs hommes politiques, quand ils disent quelque chose, ils le disent de façon beaucoup plus claire, sans l'enrober de 15 000 précautions oratoires. Et quand ils leur disent, voilà, nous allons réorienter notre enseignement sur les compétences, ils disent clairement pourquoi. Dans le monde du travail et sur le marché du travail, on ne cherche plus des travailleurs qui savent et peuvent beaucoup, mais des travailleurs qui sont et qui restent compétents, c'est-à-dire capables et adaptables. Ça veut dire que le sens du mot compétent qui est ici, et qui n'est sans doute pas le même que le sens du mot compétent qui a été utilisé par quelques-uns des orateurs derrière moi, mais le sens du mot compétent qui est ici, c'est bel et bien la compétence en tant qu'elle assure flexibilité, adaptabilité de la main-d'œuvre. Plus clair encore peut-être, l'OCDE. Pour quelles raisons? Donc l'OCDE s'interroge pourquoi tous les programmes d'enseignement dans tous les pays industrialisés sont de plus en plus orientés sur les compétences. Pour quelles raisons ces compétences, somme toute assez classiques, se retrouvent-elles maintenant sur le devant de la scène? Réponse,
parce que les employeurs ont reconnu en elles des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences est à même de s'adapter continuellement à la demande et à des moyens de production en constante évolution. Il faut ici faire une parenthèse sur la signification du mot compétence qui a connu un profond changement au cours des 20-25 dernières années. Historiquement, le mot compétence naît dans la formation professionnelle. Et sa signification historique dans la formation professionnelle, je dois vous avouer que je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec le sens original du mot compétence. La compétence signifiait un ensemble de connaissances, de savoirs, d'attitudes, d'expériences qui donnent force pour mener à bien une tâche dans une catégorie de tâches donnée. Je n'ai pas de problème avec cette compétence-là. J'espère ardemment que mon dentiste, le pilote de l'avion qui doit me conduire en Colombie dans quelques semaines, sont des gens compétents. Et donc, je n'ai pas de souci avec la compétence. C'est bien de poursuivre de la compétence dans la formation. Le problème, c'est que dans l'orientation sur les compétences et dans sa version pédagogique la plus poussée, qu'on appelle l'approche par compétence, le mot compétence change complètement de signification. L'acception nouvelle du mot compétence, c'est que la compétence ne s'identifie plus au savoir. La compétence n'est pas du savoir, de la connaissance, du savoir-faire, des attitudes. La compétence est la capacité, face à une tâche de préférence complexe et inédite, flexibilité oblige, la capacité d'aller chercher les savoirs dont on a besoin et de les mobiliser. Donc, celui qui est compétent ne doit pas forcément posséder le savoir. Il doit posséder la capacité d'aller chercher ces savoirs en fonction des besoins à un moment donné. Qu'est-ce que ça donne, par exemple, dans le programme d'histoire en Belgique, au moment où on a introduit la réforme de l'approche par compétences? Voici ce qu'on lit dans ce programme d'histoire. La construction progressive par chaque élève d'un cadre de référence et d'une vision organisée de l'histoire ne constitue plus l'objet final de l'évaluation. Seule la maîtrise des 4 compétences énoncées ci-dessous sera prise en compte. Pouvoir sélectionner des renseignements utiles, pouvoir analyser et critiquer un ensemble de sources, pouvoir organiser une synthèse mettant en évidence des permanences et des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes, et pouvoir concevoir, préparer et mener à bien une stratégie de communication d'un savoir historique. Lorsque j'avance ceci, et qu'il se trouve dans la salle un défenseur de l'approche par compétence, il me rétorque toujours, oui, mais on ne peut pas faire ces 4 choses-là sans mobiliser des savoirs. Et donc, ce n'est pas vrai que l'approche par compétence évacue le savoir. C'est exact, mais on peut faire ces 4 choses-là en mobilisant n'importe quel savoir. En d'autres mots, le choix de quelles sont les connaissances que l'on estime constitutives d'une culture commune, ce choix-là, il est laissé à la libre appréciation de chaque enseignant. Et là, moi, j'ai un réel problème. J'ai un réel problème parce que, autant je suis d'accord que les enseignants doivent avoir une grande latitude, une marge de manœuvre, surtout pour aller au-delà du programme, et on en a eu pas mal d'exemples d'enseignants qui, dans la première partie, qui nous ont montré comment et pourquoi ils vont au-delà du programme, autant je pense qu'il y a une base minimale de savoir qui doit être imposée par l'école et qui doit être partagée par tous. Par exemple, nous avons, en tant qu'association, fait une enquête auprès des élèves de fin d'enseignement secondaire en Belgique. Nous avons constaté, je vais vous donner quelques exemples, que 40% des élèves belges en fin de secondaire ignorent que le Congo a été une colonie belge. 40% l'ignorent. Parce que les programmes disent qu'il faut exercer les compétences en parlant d'impérialisme et de colonialisme, mais on peut très bien ne pas parler du Congo. Moi, ça me pose un problème, parce que l'exercice de la démocratie implique tout de même que le citoyen jette un œil sur ce que fait notre ministre des Affaires étrangères, et quand il tape sur les doigts de M. Joseph Kabila en lui donnant des leçons de démocratie,
Je trouve que la signification de ces leçons de démocratie n'est pas tout à fait la même selon que l'on sache ou que l'on ne sache pas que ce pays a été colonisé, vidé de son sang et de ses richesses par la Belgique qui, elle, s'est enrichie grâce à ça. L'enquête a montré aussi que 70% des élèves confondent l'effet de serre et le trou dans la couche d'ozone. Allez ensuite les convaincre de la nécessité de prendre des mesures radicales contre les émissions de CO2. Ils sont à peu près aussi ignorants dans ce domaine qu'un célèbre président américain. L'enquête a encore montré que la première des enquêtes a été menée l'année précise où Barack Obama a été élu président des États-Unis. Et l'enquête a montré que quand on demandait aux élèves comment se fait-il qu'il y a des citoyens noirs aux États-Unis, on leur proposait différents items de réponse. L'un des items était d'anciens esclaves et un autre item était ce sont des personnes qui ont fui l'Afrique, la misère de l'Afrique pour s'installer en Amérique ou pour avoir une meilleure vie. Eh bien, vous savez que c'est cette deuxième réponse, enfin parmi, il y en avait une demi-douzaine de réponses, mais la deuxième réponse que je viens de vous indiquer, c'est celle-là qui a eu le plus de suffrages. Davantage que je ne suis pas un fanatique de l'accumulation de savoir, mais je pense qu'on ne peut pas avoir une société démocratique si un minimum de connaissances communes, si nous ne partageons pas un minimum de connaissances communes. J'y reviens dans j'ai encore combien de temps? J'ai déjà dépassé peut-être de 10 minutes. Il est temps que j'arrête. Bon. Alors, ça va. Non, mais j'avais pensé dire un mot sur... je vais quand même prendre 2 minutes pour ça. L'approche par compétence se présente souvent à nous comme héritière du constructivisme pédagogique. On lui prête même des filiations avec la pédagogie Freinet. Et je voudrais démonter cet immense mensonge. L'approche par compétence a ceci de positif, qu'elle veut briser avec une pratique dans laquelle le savoir, une pratique pédagogique dans laquelle le savoir est coupé de tout ce qui lui donne du sens. Et coupé en particulier de son usage dans la pratique. Et donc, voilà, la démarche de l'approche par compétence, elle est là. On a un problème, une pratique, un problème posé aux élèves qui va susciter des questionnements. Ces questionnements, ils vont y répondre en allant chercher des savoirs sur Internet, dans des bouquins ou ailleurs, et puis ces savoirs, ils vont les mettre en œuvre, et c'est cette mise en œuvre, enfin c'est cette boucle questionnement mise en œuvre qui donne sens au savoir. Il n'y a rien d'inexact dans ce que dit là l'approche par compétence. Le problème, c'est qu'elle ne dit qu'une toute petite partie de la vérité concernant ce qui donne sens au savoir. Voilà. Ce qui donne sens au savoir est beaucoup plus complexe. Les savoirs, ils sont d'abord le résultat d'observations qui donnent des faits, ce qu'on appelle des savoirs empiriques, et puis à partir de ces savoirs empiriques, il y a tout un travail de conceptualisation, d'abstraction qui conduit au savoir. Et toute cette démarche-là, qui est au cœur, par exemple, d'une pédagogie Freinet, de type Freinet, est absente de l'approche par compétence. Le savoir doit aussi être vérifié dans la pratique, et cette vérification peut être positive ou négative. Elle peut conduire à remettre en cause ses connaissances et à devoir en développer de nouvelles. Le savoir est aussi auto-construit, c'est-à-dire qu'à partir de certaines connaissances, on va en construire d'autres par un processus de construction, d'abstraction, de reconceptualisation, etc. Toute cette complexité de la relation entre pratique et savoir est absente de l'approche par compétence, qui réduit le sens du savoir seulement à sa dimension utilitaire. Et je crois que c'est bien là la différence essentielle entre une pédagogie constructiviste de type Freinet et la pédagogie de l'approche par compétence, c'est que dans la première, le travail en classe des élèves est mis au service de la construction de savoir, donc de l'accès au savoir, alors que dans l'approche par compétence, c'est exactement le contraire. C'est le savoir qui n'est plus qu'un instrument au service de l'exercice de compétences. D'un côté, vous avez une pédagogie
qui apprend à réfléchir avec sa propre tête, qui libère et émancipe parce qu'elle permet de comprendre le monde. Et de l'autre côté, vous avez une pédagogie utilitariste qui réduit le savoir à sa fonction utilitaire. On dit qu'on va ainsi produire des citoyens flexibles et adaptables. Je pense surtout qu'on produit des citoyens et des consommateurs dont la flexibilité et l'adaptabilité consistent à ne plus avoir la moindre capacité de résistance au changement. On ne résiste plus au nouvel iPhone ou aux nouveaux gadgets qu'on veut nous présenter, et on ne résiste pas, on s'adapte par contre très facilement aux changements requis par le développement des technologies sur le lieu du travail. J'en reviens pour conclure à cette question du rapport entre école et démocratie. Bien sûr, nous avons des institutions démocratiques. C'est une des conditions pour vivre en démocratie, et je pense que sur ce point-là, on peut être à peu près tranquille et rassuré. Je suis moins convaincu en ce qui concerne le champ d'action de cette démocratie. Je ne suis pas sûr que tout ce qui est là-bas, les fermetures d'entreprises, la désindustrialisation, le flux de réfugiés et les guerres que nous provoquons un peu partout dans le monde, le réchauffement climatique, la misère, je ne suis pas sûr que tout cela découle de choix démocratiques. Et donc il y a tout de même un problème entre l'institution démocratique et le champ d'action, la capacité du pouvoir démocratique d'agir pour changer le monde. Et puis il y a une troisième condition. La troisième condition de la démocratie, c'est que tous les citoyens doivent être en mesure de comprendre tous les enjeux des débats de société. Et là, nous sommes très loin du compte. Nous sommes très loin du compte, et à ce compte-là, je pense que la démocratie n'est plus simplement une conquête positive, qu'elle devient même dangereuse. Si les citoyens ne sont pas en mesure de porter des choix démocratiques réfléchis, je vais un petit peu vous provoquer là, mais je ne suis pas persuadé qu'une dictature éclairée ne serait pas meilleure à ce moment-là qu'une démocratie. Bien sûr, c'est de la provocation. Mais je voulais faire cette provocation pour vous montrer à quel point il est essentiel qu'en démocratie, l'éducation joue un rôle essentiel dans l'accès de tous à l'ensemble des connaissances et des compétences, je n'exclus pas les compétences, mais des connaissances et des compétences qui permettent de comprendre le monde dans lequel on vit dans toutes ses dimensions et, accessoirement, permettent éventuellement aussi de participer à la transformation de ce monde vers peut-être plus de justice, plus de démocratie. Comprendre le monde dans toutes ses dimensions, ça veut dire le comprendre dans ses dimensions historiques, artistiques, scientifiques, technologiques aussi. La technologie est un des grands absents de la formation commune. Il y a des élèves qui ont des cours de technologie parce qu'ils sont dans des sections technologiques, mais la technologie, pas du bricolage sur des sonnettes, mais l'accès réel à quels sont les rapports techniques qui fondent aujourd'hui notre économie, c'est totalement absent. Or, on ne peut pas comprendre les enjeux techniques, environnementaux, mais aussi économiques et sociaux, sans une compréhension de ces rapports techniques de production qui dominent notre société. Tout ça pour dire que selon que l'on estime que nous sommes en démocratie ou que la démocratie reste encore à conquérir, on dira dans le premier cas, avec M. Wells, qui disait déjà en 1920 « L'histoire de l'humanité prend de plus en plus la forme d'une course entre l'éducation et la catastrophe », ou on dira, avec M. Bertolt Brecht, qui, lui, disait 10 ans plus tard « Va à l'école sans logis, deviens maître aux miséreux, et toi qui manques de pain, apprends, dévore les livres ce sont des armes, tu dois devenir celui qui dirige. » En d'autres mots, il dit à l'enfant d'ouvrier « Tu ne dois pas apprendre l'histoire pour me faire plaisir à moi enseignant. Tu ne dois pas apprendre l'histoire parce que tu en auras besoin demain dans ta formation supérieure ou pour ta qualification professionnelle. Tu dois apprendre l'histoire, la technologie, les sciences, parce que tu es le citoyen d'un monde et que ce monde, tu dois le changer, tu dois devenir celui qui dirige. » Je vous remercie.